Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence organisée pour la communauté professionnelle assainissement non collectif d'Idealco. Donc, je suis Marie Langlois-Berthelot, responsable de communauté chez Idealco. Je m'occupe de l'assainissement collectif, non collectif et du pluvial et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette conférence qui est organisée notamment avec le collectif des pros de l'ANC. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un guide qui a été réalisé par ce collectif qui réunit donc l'ATEP, la CNATP, la SNEA, Maillage, le CINABA, également avec la participation de la CAPEB et du CERIB. Ça fait beaucoup d'acronymes, vous les connaissez probablement, mais on les explicitera par la suite. Ce guide, vous en avez peut-être déjà pris connaissance. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous partagerai le lien sur le module de discussion. Ce guide, en fait, rassemble des recommandations professionnelles pour la mise en œuvre des dispositifs agréés. Donc, l'objectif, c'est de rassembler dans un même document les règles de manutention, de pose, de réalisation des branchements, bref, toutes les étapes de l'installation d'un dispositif agréé dans un objectif de partager des bonnes pratiques, de les harmoniser et de prévenir évidemment les risques lors des chantiers. Il rappelle également les grands principes juridiques, réglementaires, assurantiels et les responsabilités de chaque acteur, du fournisseur au bureau d'études à l'installateur, sans oublier bien sûr le maître d'ouvrage. Donc pour cette webconférence, on donnera la parole à différents acteurs qui ont travaillé sur l'élaboration de ce guide pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi est-ce qu'il a été réalisé, comment est-ce qu'il a été rédigé, sa finalité, son contenu et surtout comment l'utiliser et l'intérêt pour les différents acteurs. On commencera du coup avec Jérémy Sténinger, qui est délégué général de l'ATEP, l'Association des acteurs du traitement des eaux de la parcelle, qui expliquera pourquoi et comment ce guide a été réalisé. Donc bonjour Jérémy, merci d'être avec nous cet après-midi. On donnera ensuite la parole à Sylvain Poudevigne, qui est responsable des activités ANC du CERIB, le Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton, qui détaillera l'intérêt de ce document, le contenu et une petite comparaison aussi hein, avec les guides associés aux avis d'agrément que vous connaissez peut-être mieux. Bonjour Sylvain, merci d'être là. Bonjour. Ensuite, on passera la parole à Alexis Toussaint, qui est vice-président du CINABA, le syndicat national des bureaux d'études en assainissement, et gérant de son bureau d'études Assaini Conseil, qui reviendra, lui, sur l'apport de ce guide hein, pour les bureaux d'études. Donc, bonjour Alexis, merci d'être là. Bonjour à tous. Et pour terminer ce petit tour de table, on finira avec Loïc Berger, qui est administrateur de la CNATP, donc la Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage, et gérant de la société Berger TP, qui mettra lui en lumière la partie qui le concerne, c'est-à-dire l'apport de ses recommandations professionnelles pour les entreprises de travaux publics. Bonjour Loïc. Bonjour à tous. On aura du coup à la fin de ces quatre présentations un temps de discussion avec vous toutes et tous pour entendre vos remarques, vos avis et puis bien sûr pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ce guide, sur son contenu, sur sa portée. Donc pour ça, vous avez, si vous êtes sur Zoom, un module Q&R en bas de votre écran dans lequel vous pouvez m'envoyer vos questions à l'écrit que je relayerai à nos intervenants. Et pour toutes celles et ceux qui nous suivent sur Vimeo, vous avez un chat sur le côté droit de votre écran donc pareil, n'hésitez pas à l'utiliser pour envoyer vos questions. Je précise enfin que la webconférence est comme d'habitude enregistrée pour que vous puissiez la retrouver en VOD sur la plateforme d'ici quelques jours avec les supports de présentation des intervenants qui vous seront mis à disposition. Voilà pour cette intro. Je vais maintenant laisser Jérémy partager son écran et puis entrer dans le vif du sujet avec cette partie du coup introductive sur le guide. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marie. Donc effectivement, je vais vous introduire cette webconférence qui porte sur les recommandations professionnelles de mise en œuvre des filières agréées d'ANC. Voilà. Donc tout d'abord, peut-être un petit point pour vis-à-vis de tout le monde, c'est qu'est-ce que les pros de l'ANC? Donc en fait, les pros de l'ANC, c'est une démarche qu'on a démarrée il y a pas mal d'années maintenant, où on s'est fixé un cadre commun de travail et d'échange entre professionnels. On s'est dit qu'il fallait échanger entre les différents acteurs de cette filière de l'assainissement non collectif et notamment les professionnels, que ce soit l'industrie ou les entreprises. Donc, ce qui fait qu'on s'est rassemblés pour échanger et dialoguer entre la TEP, la CNATP, qui représente les artisans des travaux publics et du paysage, et deux syndicats de la Fédération Maillage, le CINABA, qui représente les bureaux d'études, et le SNEA, les vidangeurs. Donc, on avait là le panel de l'ensemble des professionnels de l'ANC pour pouvoir échanger ensemble et avec, on poursuit deux objectifs.
un objectif très, très important qui est à chacun ses responsabilités, à chacun son métier. C'est-à-dire que, on a tous un métier, une fonction, une responsabilité dans la l'ANC. Et l'idée, c'est de mettre ça en avant et que personne ne vienne empiéter sur le métier, la responsabilité de l'autre. Et c'est bien de mettre en avant cette chaîne de valeur qui nous permet au final d'avoir des installations d'assainissement non collectif de qualité. Et puis ce qui était important pour nous aussi, c'était, tant que faire se peut, quand on a sur des sujets communs et collectifs, de parler d'une seule voix, d'échanger, de débattre entre nous et de permettre d'arriver dans les instances ou dans les salons ou dans les conférences comme celle-là, avec une position commune de la profession qu'on porte au travers des pros de l'ANC. Donc, pour un ANC pérenne et de qualité, nous, on a identifié quatre étapes fondamentales, hein. Une première qui est un dispositif de traitement adapté, donc adapté à l'usager et à ses attentes. Un point fondamental qui est l'étude de conception à la parcelle, qui va permettre d'accompagner le maître d'ouvrage dans le choix de son dispositif d'assainissement et de son implantation. Une étape clé suivante qui est la réception des travaux, donc qui atteste d'une bonne mise en œuvre du dispositif. Et là, j'insiste, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais c'est en gras, parce qu'en fait, c'est le cœur de la webconférence de cet après-midi. Cet après-midi, les recommandations professionnelles qu'on a rédigées, elles sont avant tout pour apporter un service, un accompagnement aux installateurs pour faire une bonne installation des dispositifs agréés. Et bien sûr, la quatrième étape fondamentale, c'est l'entretien pour toutes les installations d'assainissement et la maintenance pour celles qui le nécessitent. Donc, ça rebalaye les quatre composantes des pros de l'ANC. Donc, une petite illustration qui nous amène à pourquoi on est sur ce sujet-là aujourd'hui. Donc, l'année dernière, on a demandé à l'agence qualité construction des données sur la sinistralité ANC parce qu'on l'agite tout le temps, on en parle toujours un petit peu de cette sinistralité, mais on ne sait jamais trop entre sinistres, désordres, ces choses-là. Donc, la QC nous avait donné des données sur ce qui avait été déclaré comme désordre dans le cadre des assurances dommages ouvrages. Donc, c'est qu'une petite partie, hein, parce que tous les particuliers ne prennent pas une dommage ouvrage quand ils font de l'ANC, notamment en réno. Mais ça nous permet de voir un point, c'est-à-dire qu'il y a grosso modo, il y a un tiers des ordres qui sont liés à un défaut de mise en œuvre. Donc, d'où l'intérêt, finalement, ça nous met en avant. Un tiers des désordres sont liés à la mise en œuvre. Donc, il faut des règles de l'art, des documents de référence pour accompagner les installateurs et puis éviter de reproduire des petites erreurs. Donc, quelles sont les voies, les différents types de documents de référence pour la mise en œuvre? Donc, il y a la voie royale qui est le NF, les normes et le NF, les NFDTU. Ensuite, la deuxième voie, c'est les règles professionnelles. Donc, que ce soit règles professionnelles ou NFDTU, ce sont des démarches collectives. Et il y a la voie de l'avis technique et des documents techniques d'application, qui là, par contre, est un choix d'entreprise, d'industriel, une démarche volontaire et individuelle de reconnaissance des règles de mise en œuvre, notamment de son produit. Donc, nous, dans le cadre de cette démarche, historiquement, comme je vous l'ai dit, la voie royale, c'est le DTU. Donc, qu'est-ce qui a été fait? C'est au niveau du NFDTU, dans le courant de l'année 2019, fin 2019, s'est posé la question de la révision du DTU. Donc, dans le cadre de cette révision du DTU, il a été proposé d'intégrer les filières agréées d'ANC dans cette révision qui débutait. Cette interrogation a eu une réponse de l'instance qui valide les feuilles de route des DTU, qui est le CG Norbat, et qui a fait le choix de non inscrire les filières agréées dans la démarche de révision de ce DTU. Donc peut-être par manque de connaissances, d'historique sur le sujet, de pré-documents existants. Donc ce qui fait que nous, à la sortie de ça, fin 2019, on s'est vu au niveau des pros de l'ANC. Et dès 2020, on s'est dit, on va avoir une réflexion des pros de l'ANC pour rédiger des règles professionnelles sur la mise en œuvre des dispositifs agréés d'ANC. Donc dès 2020, on s'est mis au travail au niveau des pros. Donc SINABA, SNEA, CNATP, ATEP, on s'est réunis, on a fait pas mal de réunions, dont des réunions en fin d'après-midi pour pouvoir avoir nos amis installateurs avec nous lors des réunions, parce que des réunions en pleine journée, ça ne va pas avec les gens qui travaillent sur le terrain. Donc on a passé quelques heures à rédiger ce document, à le relire, à le compléter. Et puis en 2022, on s'est dit on va élargir le comité de rédaction de ce document pour pouvoir vraiment aller vers des règles pro acceptées et acceptables.
Donc, on a sollicité les organismes notifiés et d'autres organisations professionnelles pour participer à ce travail et on a eu un retour positif dès 2022 du CERIV et de la CAPEB qui se sont associés à ce travail-là. Et la CAPEB, partenaire impliqué important, parce qu'en fait, la CAPEB siège à l'agence qualité construction, et c'est la CAPEB qui, dès 2023, a pu informer l'agence qualité construction de ce travail collectif et de son avancée. Et par rapport à l'historique, ben, on arrive maintenant à aujourd'hui, enfin à juillet 2024, où on a fait le choix de publier ce document sous forme de recommandation professionnelle. Et aujourd'hui, on est en cours de sollicitation des partenaires qui nous manquent aujourd'hui dans le travail, donc Filiance, Filiance qui est une fédération professionnelle qui rassemble les organismes les organes de contrôle, COFRAC, donc c'est Veritas et autres, et la FFB, pour pouvoir boucler le tour de table, amender le document et le représenter à l'agence qualité construction pour obtenir une publication sous forme de règles professionnelles acceptées par l'AQC. Donc, comment on a rédigé ce document? Donc, tout d'abord, ce qui est important à souligner, c'est que c'est effectivement vraiment une démarche collective. C'est une démarche collective qui va apporter un service, un accompagnement aux entrepreneurs, mais c'est vraiment une démarche collective où toute la chaîne de valeur y a apporté sa pierre à l'édifice, qui nous a permis d'inclure l'étude de conception à la parcelle comme un préalable, mais aussi d'apporter les éléments à l'installateur pour qu'il informe bien sur l'entretien à la maintenance et sur la nécessité de contrat ou pas de contrat, qu'il ait tous les outils pour bien sensibiliser le maître d'ouvrage. Donc, on s'est appliqué une discipline dans la rédaction de ce document, c'est de dire, ben, on ne donne pas un cours à l'entrepreneur, on sait que c'est un professionnel, que c'est un installateur, donc on ne va pas lui apprendre comment on démarre la pelle et comment on fait un trou, hein. C'est son métier, c'est son travail. On a voulu être très, très didactique, donc on a inclus beaucoup de figures, des schémas, des dessins, des photos pour illustrer les propos du document. On a repris des spécifications claires et vérifiables et tout ça dans le respect du cadre de la procédure d'agrément. Et c'est là où finalement la participation du CERIB au travail nous a permis de confronter le document de travail au cadre de la procédure d'agrément et d'avoir une totale conformité et concordance entre les deux documents. On a fait le choix aussi de ne pas en faire des tartines et de ne pas faire un dictionnaire sur ce sujet-là, volontairement, parce qu'on sait dans la pratique, et d'ailleurs c'est des règles aussi dans le cadre de la rédaction des DTU, c'est que les documents qui sont trop longs, ils sont mal lus, mal connus et du coup peu appliqués. Donc le document, il fait 44 pages, annexes comprises. Il est concis, clair et net. Et on a commencé sa rédaction, on l'a pas sorti du chapeau, hein. On s'est inspiré des règles professionnelles qui existaient déjà. Donc notamment, quand on a commencé en 2020, les toutes dernières qui venaient d'être publiées, c'était celle de la mise en œuvre des chapes fluides à base de ciment. Donc on a regardé le sommaire, les annexes, quelles étaient les parties et les points de ce document-là. Et on s'est inspiré de ça pour rédiger ce document qu'on vous présente aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup Jérémy pour ces propos introductifs, voilà, pour détailler un petit peu comment ce guide a été conçu et dans quel but. Et puis maintenant, du coup, je vais passer la main à Sylvain Poudevigne, du coup, qui va pouvoir lancer son partage d'écran pour entrer un peu plus en profondeur dans le contenu de ce guide, dont je vous ai d'ailleurs remis le lien hein, sur le chat pour que vous puissiez le consulter, le télécharger dans son intégralité. Je te laisse la main, Sylvain. Merci. Oui, je voulais repartir sur le contexte des agréments et voir un petit peu comment les recommandations s'inscrivaient ou pouvaient s'inscrire dans le cadre et le contexte des agréments. Donc, on va revenir un petit peu sur je dirais, sur l'état actuel des choses. Aujourd'hui, au niveau des guides d'agrément, vraiment, on parle des guides qui sont associés à la vie d'agrément. On en a beaucoup. Ils sont disponibles sur le portail ANC. Je pense que vous les avez déjà tous consultés. Ils sont aussi disponibles chez le fabricant. On est sur des gros guides hein, qui sont téléchargeables. Ils sont associés vraiment à chacun des dispositifs agréés. On est sur un grand nombre de documents. On a à peu près, j'ai compté, environ une quarantaine de fabricants actifs aujourd'hui sur le marché. Il faut imaginer que les fabricants en général ont plusieurs gammes de produits.
ce qui fait un peu plus d'une soixantaine de gammes de produits différents aujourd'hui disponibles sur le marché de l'ANC en ce qui concerne les dispositifs agréés. Donc, sur la disponibilité des guides aujourd'hui, on est sur un grand nombre de documents, d'autant plus que chaque document va être multiplié par le nombre de versions pour toujours garder la version antérieure suite à des évolutions de dispositifs. Donc, vous connaissez certainement aujourd'hui toute la liste des guides qui sont associés aux dispositifs agréés sur le portail ANC, où on est sur des grandes listes de produits et à la fois d'avis et de guides associés à ces dispositifs. Donc, quand on regarde en termes de multiplicité, c'est déjà un premier frein sur la vision que l'on peut avoir sur la mise en œuvre de ces dispositifs. En ce qui concerne la visibilité, quand on regarde le guide, en fait, il ne s'agit pas d'un guide d'installation qui est associé à l'avis d'agrément, c'est bien un guide destiné à l'usager. Donc, on est sur des guides qui incluent un grand nombre d'informations, tout ce qui est lié au dispositif qui va être agréé. Donc, on aura à la fois la description du dispositif, tout le fonctionnement du dispositif, toutes ses caractéristiques techniques. On va aussi avoir toutes les prescriptions d'usage pour le particulier, les coûts, alors c'est des coûts sur 15 ans qui sont simulés hein, sur le guide. On va retrouver toutes les prescriptions d'entretien et maintenance, et c'est là où on va aussi donc retrouver les prescriptions d'installation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur des guides qui oscillent entre 40 et jusqu'à même 120 pages euh, sur ces guides destinés à l'usager associés aux avis d'agrément. Donc là, en termes de visibilité, c'est là où on a une deuxième contrainte hein, sur ce qui est disponible aujourd'hui sur les documents. Et en termes d'hétérogénéité, bah, il faut voir que, par exemple, sur ce document, toutes les prescriptions d'installation, elles sont déposées. Alors là, c'était le chapitre 3, ça va être la page 52, la page 18. Il y a rien d'homogène dans ces guides. C'est-à-dire qu'on est sur des documents qui vont présenter une structure très différente. C'est quelque chose qui, en plus de leur complexité, euh, va manquer d'harmonisation. Chaque guide va présenter des informations euh, sous des formes différentes. Sachant que le guide que on va évaluer dans le cadre de l'agrément dispose de prescriptions communes d'installation. Alors sur les prescriptions communes, on retrouve l'emprise, on retrouve les modalités de fondation, on va retrouver les modalités de remblayage, de raccordement hydraulique, d'équipement périphérique. Enfin, la réception aussi, tout ça, en fait, ça va être des prescriptions communes que l'on va vérifier dans l'ensemble des guides que l'on va évaluer dans le cadre des agréments. Donc, quelle que soit la forme et la structure des documents que l'on va évaluer, on va s'assurer que ces documents vont reprendre ces prescriptions communes. Même si certains guides ils sont peu nombreux aujourd'hui, mais il existe effectivement des prescriptions particulières, par exemple sur le remblayage. On est toujours sur des spécifications qui ne remplacent jamais les prescriptions communes. C'est toujours en plus, et ça ne se substitue jamais aux prescriptions communes qui sont définies dans le cadre d'évaluation et donc qui sont communs à l'ensemble des guides. Euh, on retrouve aussi pas forcément à la complexité rédactionnelle de certains contenus. C'est-à-dire quand vous avez des documents qui sont relativement gros, hein, comme on évoquait, vous avez des guides qui sont relativement simples à lire, notamment à base de schémas, qui sont très pratiques hein, pour l'installation en particulier. D'autres guides sont beaucoup plus compacts et beaucoup plus textuels, avec des phrases effectivement qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre au niveau de ces prescriptions de mise en œuvre notamment. Donc tout ça fait qu'on est sur de la multiplicité de documents, de problèmes de visibilité, d'hétérogénéité de guides, de complexité de documents.
Ces documents, il faut bien le préciser, qui sont la propriété des fabricants, c'est pas nous en tant qu'organisme notifié qui allons rédiger le guide. Par contre, nous, notre rôle, c'est de rendre le guide compatible avec le cadre d'évaluation. Et c'est pour ça que le cadre, enfin, il est commun à tous les guides. Par contre, on va avoir des guides qui vont être hétérogènes parce que ça reste quand même à l'origine des guides qui sont rédigés par des fabricants et dont la propriété revient toujours aux fabricants. D'où l'intérêt voilà, de réfléchir à un document générique pour ces prescriptions d'installation. Alors, l'idée, elle fait son chemin. Ça faisait un petit moment, comme l'a rappelé Jérémy, qu'on parlait de rendre un petit peu ces règles sur un document commun. Alors, je peux raconter une anecdote parce que ça date de l'été dernier. C'était assez flagrant puisque dans ma maison, là, au fin fond de la Lozère, j'ai un voisin là qui fait construire. Bon, voilà, j'ai un nouveau voisin, il fait construire, il a besoin d'un ANC. On est au fin fond de la Lozère, donc effectivement, l'ANC est un gros sujet. Bon, voilà, et puis de ma fenêtre, un jour, qu'est-ce que je vois? Il y a un camion qui arrive, puis avec une cuve dessus. Bon, ben, voilà. Je me dis, ça, il y a une cuve, il doit y avoir de l'ANC qui va se mettre en œuvre. Donc, bah, réflexe professionnel, hein, on est toujours intrigué, on est interpellé, on est en vacances, mais on a toujours la déformation professionnelle qui fait que on va voir. Donc, bah, je descends, hein, je vois, il y a le gars là qui est en train, avec son tractopelle, de décharger la cuve. Ben, je dis, voilà, ben, c'est parfait, là, je vais voir comment tout ce qu'on fait dans le cadre des évaluations, comment c'est perçu sur le terrain. Ça, c'est un beau retour d'expérience. Je commence à lui parler, voilà, sur les agréments, tout ça. Donc, bah, mon intérêt, c'est de savoir comment lui, il utilise les guides qu'on a agréés, qui sont associés qui définissent les prescriptions de pause sur ce dispositif qu'on a agréé. Bon, je savais pas, hein, que le gars, c'est typiquement, en fait, je me suis retrouvé dans la situation de me dire, mais tout ce qu'on fait dans le cadre des évaluations, tous ces guides qui sont évalués, où on passe beaucoup d'heures finalement à évaluer et à embêter aussi les fabricants, ben, en fait, ils sont pas lus. L'installateur que j'avais devant moi, il était très sympa en plus. Mais il connaissait pas le système de guide associé à l'agrément. Lui, il me dit, ben, moi j'en pose de temps en temps, alors cette cuve ou une autre, hein, et on parle de dispositifs agréés. Hein. Lui, il me dit, bah, il pose ça comme d'habitude. Il n'a pas connaissance d'autres documents que ce qu'il fait d'habitude sur l'ANC. Donc, c'est là où on voit que, de toute façon, vu les contraintes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait un point qui fonctionnait pas. D'où l'intérêt de partir sur quelque chose d'harmonisé, de générique, finalement de reprendre un petit peu les objectifs d'un document avec une bonne accessibilité, qui puisse finalement être accessible à tous les installateurs, qui puisse être visible, qui n'y ait pas 36 documents. J'ai pas dit 36, j'aurais dit 60, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, que dans un même document, on puisse avoir une compilation de ce qui intéresse en fait les installateurs. Qu'on n'ait pas un document avec tout plein de choses dedans. Ce qui intéresse l'installateur, ce sont les prescriptions d'installation. C'est pas les coûts sur 15 ans, ça regarde le particulier. Euh, L'exhaustivité des prescriptions intégrant le retour d'expérience. Oui, parce que finalement, c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'on l'a fait aussi dans le cadre d'évaluation pour les guides, mais c'est d'autant plus vrai dans le document de recommandation pro d'intégrer un petit peu tous ces retours que l'on a pour justement alimenter ces retours d'expérience et difficultés qui nous remontent. Euh, Comme je l'ai dit, hein, l'information, elle est ciblée et dédiée aux installateurs, et puis quelque chose qui puisse avoir un bon outil d'accompagnement des acteurs sur le terrain. Donc là encore, je reviens sur un point important, c'est qu'aujourd'hui, tous les guides qui sont publiés, qui sont associés aux avis d'agrément, sont rédigés selon le cadre destiné aux opérateurs économiques pour la procédure d'agrément, etc., etc. Donc ça, c'est le cadre. Il est disponible bien sûr sur le portail INC. C'est le cadre qui fixe en fait toute la définition, les prescriptions communes, ce qu'on peut appeler les prescriptions communes génériques. Alors,
Ne parlons pas de toutes les prescriptions liées à l'entretien et maintenance qui sont là effectivement peut-être plus spécifiques par rapport au dispositif. Par contre, concernant l'installation et la pose des dispositifs, on est vraiment sur des dispositions communes, moyennant quelques adaptations pour certains dispositifs, mais là encore qui ne remplacent pas ces prescriptions communes. Donc, la première chose qu'on a faite quand on nous a présenté le document, bah, c'était voilà, de rendre déjà bien cohérent, ce qui était déjà le cas sur le projet qui nous avait été présenté, d'avoir une cohérence parfaite entre nos cadres d'évaluation dans le cadre des agréments avec le document générique. Donc, un seul document présentant les dispositions communes de mise en œuvre, tout en maintenant quand même hein, ces guides d'installation qui sont associés aux avis d'agrément, parce que bon, bien sûr, de toute façon, ça reste réglementaire, hein, ces guides associés aux avis d'agrément, mais on aura toujours quelques dispositions spécifiques pour certaines opérations. Comme par exemple l'emprise, elle est vraiment liée aux dimensions de la cuve. Donc ça, elles sont propres à chaque dispositif. Mais tout ce qu'on a vu en termes de prescriptions communes, remblayage, les fondations, le raccordement hydraulique, tout ça, on reste sur des prescriptions communes. D'où l'idée, donc voilà, les recommandations pro d'un document qui intègre tout ça de manière assez structurée, puisque si on regarde un petit peu alors déjà le champ d'application, hein, on parle bien de dispositifs agréés, ciblés sur les produits marqués CE. Alors CE 12566-3, ça vous parle, c'est les dispositifs complets, hein, ce sont les dispositifs qui sont livrés plug and play, c'est-à-dire que on a à la fois le traitement primaire, traitement secondaire, etc. La 12566-6 dans l'agrément, c'est considéré comme un dispositif de traitement qui présente en fait la particularité de ne pas être fourni avec la fosse. L'agrément porte sur l'ensemble complet. Par contre, la fosse est à la charge de l'installateur. On retrouve le marquage CE sur les deux et ils font partie tous les deux des champs d'application de ce document des recommandations pro. Donc si on regarde le contenu, le sommaire, bon, après le domaine d'application, on a, comme tous les documents règles pro, une liste des documents réglementaires et techniques. Bah, typiquement ce que l'on retrouve dans les guides qui sont évalués dans le cadre de l'agrément. Bon, généralité, voilà, forcément, il y a une présentation des différentes filières qui existent entre les filières compactes, végétaux, filtres, microstations, etc. C'est ciblé ensuite sur les matériaux et matériels, où on revient sur les caractéristiques tuyaux, tampons, réhausse, enfin tous les périphériques finalement, avec les normes applicables et on va dire le choix des bons matériaux et bons matériels. On retrouve, je l'ai dit, hein, les modalités de manutention, de stockage des matériaux matériels, ensuite modalités de réalisation des terrassements, modalités de réalisation de remblayage, le branchement, ventilation. Tout ça, faut voir, hein, c'est en fait repris en fait des cadres du cadre que je vous ai présenté tout à l'heure, les prescriptions génériques que l'on retrouve dans les cadres d'évaluation. On retrouve bien sûr un focus sur les relations avec le maître d'ouvrage, hein, tout ce qui peut concerner le devis, la réalisation, la réception, le conseil d'entretien, de traçabilité, suivi. Ça, c'est important, c'est-à-dire que l'installateur, au-delà de l'installation, il y a effectivement des informations à donner aux usagers. Une partie importante j'allais dire, qui n'a. Alors, c'est justement quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les guides agréés, c'est tout ce qui est lié au risque, à la prévention des risques. Elle est relativement ciblée sur le particulier, parce que dans le guide qui est associé à l'usager, n'oublions pas que c'est le guide destiné à l'usager, donc priorité à l'usager. Par contre, là, dans ce document qui est vraiment dédié à l'installateur, on retrouve effectivement un chapitre important sur la prévention des risques et puis un chapitre sur la formation des professionnels. Voilà. Plus que les annexes tout aussi importantes hein, sur les bases de l'étude de conception, modèle d'autocontrôle, on retrouve PV de réception, cahier de vie, règles communes, etc. Mais là encore, ces documents qui aujourd'hui sont présentés dans le portail ANC, notamment dans les documents d'accompagnement des professionnels. Donc,
Là, on parle bien d'un document recommandation professionnelle qui vraiment vient collecter tout ce qu'on peut trouver. Donc, on l'a vu principalement, tout ce qui est dédié aux prescriptions définies dans les guides associés aux agréments, mais également, l'idée, vraiment d'aller chercher tous les documents qui se trouvaient de part et d'autre, et notamment ceux du portail ANC qui ont fait l'objet de travaux dans le cadre du PANANC, que l'on retrouve compilés dans ce document. Eh ben, merci beaucoup Sylvain. Du coup pour voilà, les explications un peu plus en détail sur le contenu de ce guide. On va maintenant, il y a déjà quelques questions qui ont été posées, mais comme je vous le disais en introduction, on y répondra plutôt à la fin de toutes les présentations. On va maintenant passer la parole à Alexis Toussaint. Et du coup, le temps pour moi de partager les quelques slides qui ont été préparés. On y est. Voilà. Du coup, je te laisse la main, Alexis. Merci Marie. Bon, on peut passer directement, voilà. Donc, l'intérêt du CINABA de participer à cette rédaction, c'est que c'est un ouvrage qui est collégial et donc ça a permis de chacun de son côté rédiger sa partie tout en ayant l'œil critique des confrères, ce qui permettait de répondre également aux questions des autres professionnels. Et ça permet également de fixer que chaque métier a sa responsabilité et que chacun doit rester dans son domaine sans vouloir empiéter sur le domaine de l'autre, mais tout le temps d'essayer plutôt de partager pour trouver des solutions pragmatiques. Ça regroupe les connaissances générales, comme l'a dit Monsieur Poudvigne précédemment à moi, et ce qu'on apprécie aussi là-bas, c'est que ça rappelle tous les textes de référence qui ont permis de rédiger qui sont rappelés dans ce guide. Donc, ça permet d'avoir une petite bibliothèque, l'air de rien, sous la main, avec tous les textes de référence à connaître. Et ensuite, ça permet, chaque chapitre, vous verrez en parcourant le guide, ça permet de fixer un peu les idées sur les points d'intérêt à regarder. Et donc, en particulier pour le CINABA, c'est d'avoir inscrit l'étude de conception comme un minimum requis pour avoir un assainissement de qualité. Et donc, ça rappelle sommairement, c'est sûr, mais vu que l'étude de conception est déjà définie dans une norme et puis rappelée également dans le DTU, c'était juste pour rappeler qu'une étude de conception, c'est quand même utile pour avoir un assainissement pérenne, que ça nécessite une étude de sol avec des sondages et des essais de perméabilité, une visite de terrain qui permet de voir les autres contraintes pour définir la bonne filière d'assainissement. Et puis, ça indique également qu'il y a un rendu attendu avec un plan de principe, qui n'est pas un plan de travaux quand même, je rappelle, un plan de principe et un profil hydraulique également à fournir. Et se contenter simplement d'une étude qui dit qu'il faut telle filière, c'est pas suffisant au sens du CINABA. La slide suivante, s'il te plaît. Alors, donc, dans le guide, vous verrez que ça permet de définir qu'il faut le bon matériel dans le bon contexte, que ça rappelle, comme je disais, les textes de référence à utiliser, donc comme par exemple la norme sur les travaux de terrassement pour les terrassiers, vu que c'est un guide qui est dédié à eux, leur rappeler qu'ils ont une norme qui les concerne. Et ça redonne les enjeux assurantiels et la relation qu'un professionnel doit avoir avec son client, dont le devoir de conseil, par exemple, et puis être assuré pour la filière qu'il prescrit ou qu'il pose. Et donc, pour le CINABA, la suite à donner, c'est juste, je rappelle que c'est une version 1. Une version 1, c'est toujours perfectible et que l'objectif, c'est d'ouvrir des discussions avec de plus en plus d'interlocuteurs, comme l'a dit Jérémy, que c'est pour que l'ANC devienne un ANC de qualité, reconnu collégialement
tout en n'oubliant pas que chaque chose qu'on écrit a une influence sur tout le monde, que ce soit les bureaux d'études, les fabricants. Le but, c'est pas de mettre toujours plus de contraintes et d'aller assassiner nos fabricants. Et tout ça pour viser un assainissement de qualité au niveau national. Mais donc pour le CINABA, en conclusion, c'est de dire que l'avantage de ce guide, c'est que il est pratique, qu'il permet de donner pour nous le CINABA le prérequis de l'étude de conception, évidemment, et puis ensuite d'ouvrir l'esprit aux installateurs qui, comme l'a rappelé M. Poudvigne, de temps en temps, pêchent par habitude. Voilà. C'était succinct, mais Merci beaucoup, Alexis. Et de toute façon, on aura l'occasion ensuite, pendant les discussions, de te redonner la parole. Et ben, puisqu'on passe, qu'on parle des installateurs, on va passer la parole à Loïc Berger, du coup, qui représente ces artisans de terrain. Merci Marie. Alors effectivement, dans cette aventure où on a pu échanger toutes nos confédérations ici représentes, organisations, euh, ça a été un moment important parce que on sent qu'aujourd'hui, dans l'assainissement non collectif, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir, l'évolution de nos systèmes. Et en fait, on avait vraiment besoin d'échanger entre professionnels, comme l'a dit Jérémy, avec nos compétences, pour faire aussi le point sur finalement où est-ce qu'il y a les pièges. Euh, je tiens aussi à rappeler que nos professionnels qui installent sur le terrain, ils sont formés, ils ont souvent un CAP canalisateur, un bac professionnel très haut public. Mais il est hyper important de comprendre que l'assainissement non collectif ne fait pas partie du programme de formation. Moi, je rêve qu'un jour, on fasse un REAC, donc c'est une remise à niveau des titres professionnels, et qu'on ait un jour un titre canalisateur qui intègre l'assainissement non collectif. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui s'installe, qui a son entreprise, même s'il a de l'expérience, eh ben, il n'a pas de formation spécifique à l'assainissement non collectif. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc, aujourd'hui, il n'a pas le choix. Soit il côtoie d'autres entreprises, il fait partie de nos confédérations, on amène de l'info. Mais s'il n'a pas tout ça, eh ben, il n'a pas le choix. Il va chercher sur le portail interministériel, par exemple. Là, il va retrouver ce qu'on avait fait il y a très longtemps, à l'époque du PANANC, les règles de bonne pratique, mais pour les assainissements tradis. Et malheureusement, sur tout ce qui est filière agréée, eh ben, comme l'a dit Sylvain, c'est un medley de plein de guides. Il y en a de partout. C'est pas que c'est pas très lisible, c'est que c'est très très lourd. Et en fait, on peut faire une lecture, avoir une compréhension, et finalement, on passe un peu à côté. Et surtout, tous ces guides ne nous montrent pas les points d'intention, vraiment les trucs où on risque de se planter. Puisque nous, on a fait un état des lieux, et aujourd'hui, sur les sinistres qu'on peut avoir, bah souvent, c'est souvent de l'erreur humaine pour des choses voilà, les entreprises sont passées à côté. Il y a des défauts, c'est sur certains produits, ça c'est possible, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs humaines. Donc nous, aujourd'hui, c'était important que ce guide, vraiment à destination hein, des installateurs, hein, qu'on puisse même le mettre dans les mains de nos salariés canalisateurs, qui soit à la fois facile à lire, vous pouvez le feuilleter, vous retrouvez tout de suite chaque partie. Vraiment, on a essayé de faire quelque chose de voilà, très lisible. Euh, on a essayé de faire aussi en sorte de se mettre dans la position d'un entrepreneur partout en France. Il y a des petites spécificités dans certains coins de la France. Je pense par exemple aux matériaux de remblaiement. Eh ben, on n'est pas tous dans des coins avec de l'alluvionnaire. Voilà, donc il y a des petites caractéristiques. On ne s'est pas amusé à réécrire nos propres règles, parce qu'il y a aussi ça aujourd'hui. Aujourd'hui, quand un guide sort, souvent, on a des petites règles qui apparaissent comme ça, c'est des petites recommandations, puis qui après deviennent malheureusement, voilà, sont pris pour acquis, et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. On ne s'est pas amusé à réécrire de nouvelles règles. C'en est vraiment une lecture la plus lisible possible pour éviter le défaut de l'entreprise sur le chantier. Puisque pour nous, c'est assez terrible, hein, parce qu'on met nos 10 années de garantie décennale. La décennale, le but, c'est de ne jamais l'utiliser. Euh, et donc, il faut que nos entreprises aient la matière pour pouvoir évoluer, monter en compétences.
Euh, Tout n'est pas figé, hein, ce document, comme l'ont dit mes collègues, il va certainement évoluer dans le temps. Il y a des choses où on n'a peut-être pas forcément écrit beaucoup de choses sur certaines parties, parce que ça ne nous paraissait pas forcément des points de difficulté pour nos entreprises. Après, voilà, ça plaira peut-être à certains, certains ça plaira pas. C'est pas dit qu'un jour on le fasse évoluer. Mais en tout cas, le but, c'est qu'il soit le plus simple possible et voilà, utilisable partout. Et ça, vous l'avez au coin du bureau, vous le gardez à côté de vous et vous avez de quoi même présenter et même expliquer aux clients. Quand, par exemple, sur un devis, nous, on demande à nos artisans de mettre le maximum de détails sur les devis. Mais quand un client vous dit oui, mais pourquoi vous voulez mettre ici du gravillon de ce type-là, pourquoi vous voulez faire comme ça? Vous avez vu le prix que ça coûte? Parce que c'est souvent ça, hein, on nous met devant. Aujourd'hui, un assainissement non collectif, il est quand même difficile à vendre. Enfin, difficile à vendre. La pilule a de plus en plus de mal à passer, puisqu'on est quand même sur des systèmes qui ont pris, depuis la fin du Covid, compris quasiment 20% au niveau du prix, hein. Et d'ailleurs, je vous invite tous à ne plus dire un assainissement non collectif, ça vaut 10 000 euros. Ça commence à devenir loin, ça. C'est vraiment délicat. Donc, c'est important qu'on ait aussi, nous, bah voilà, quelque chose à présenter à notre client et un truc qui ne fait pas 200 pages. Hein. Voilà. Ça, c'était vraiment le point important qu'on s'était tous mis ensemble. Voilà. Mais le mieux, c'est qu'on réponde à vos questions, je pense. Merci beaucoup Loïc. Juste une petite précision quand tu dis distribuer aux clients, c'est-à-dire à l'usager. C'est un guide qui est suffisamment simple d'accès, on va dire, pour... Alors, je vais vous dire franchement, quand on vend un assainissement, on met systématiquement, moi je sais que je le fais et on invite nos artisans à le faire, de fournir le guide du fournisseur à l'usager pour qu'il puisse le lire. Alors, à chaque fois, il y a la petite phrase, on lui dit ça, vous le gardez, c'est votre livre de chevet. Je pourrais faire un sondage, je pense qu'il n'y a pas un de mes clients au cours de l'année qui va le lire. En fait, il est là, il a fait appel à nous parce qu'il est en confiance et il se dit, mince, ce professionnel-là va m'amener cette information-là. Et ben aujourd'hui, je pense qu'un guide qui, certes, c'est important de donner le guide du fournisseur, du produit qu'on va lui poser. C'est hyper important. Il faut qu'il le garde. Voilà. Mais je pense qu'à côté de ça, c'est peut-être important de lui donner quelque chose un petit peu édulcoré, quoi. Voilà. Et c'est peut-être un complément. Voilà. Mm. Merci pour cette précision. Alors, on avait une première question, enfin, c'était plutôt une remarque. Du coup, je vais plutôt m'adresser peut-être à Sylvain. Donc, c'est Jean-Baptiste Dumel, qui est technicien SPANC à la Comcom du Pays de Mèche, qui revenait sur le caractère réglementaire ou non. Parce que du coup, ce qu'il nous dit, c'est que les guides de l'usager ont un caractère réglementaire, car ils sont indiqués dans l'annexe 1 de l'arrêté contrôle, dans les listes des points à contrôler à minima lors du contrôle des installations d'ANC. Tu l'as d'ailleurs dit oralement. Et du coup, est-ce que ce guide qui veut faire une synthèse, on va dire, hein, des règles communes qu'on peut retrouver dans ces guides de l'usager, du coup, quel caractère lui il a? On parle du guide associé à l'avis d'agrément ou du document recommandation professionnelle. Dans les deux cas, hein. De Alors toute lui, il nous façon, parlait des guides, justement, des guides de l'usager, qui ont un caractère réglementaire. Mais du coup, là, ce document, ce guide des recommandations professionnelles, là, on est en sur un est-il? document, on est bien sur des recommandations. C'est-à-dire, recommandations, il n'y a absolument aucun statut réglementaire. On n'est pas sur un document réglementaire. On est, je dirais, Jérémy parlait tout à l'heure des textes, des règles de l'art. En fait, les règles de l'art, ça va être quoi? Ça va être les règles pro, DTU, tout ça, on est sur des documents d'application volontaire. Il y a absolument rien d'obligatoire. On reste vraiment dans l'ordre de la recommandation. Et l'idée aujourd'hui, on n'est pas encore sur des règles pro, hein, mais l'idée déjà de ce document, c'est pas d'aller chercher la réglementation, c'est d'aider l'installateur par rapport aux situations et aux difficultés dont on parlait tout à l'heure. C'est ça qu'il faut voir. Le statut de réglementaire ou pas réglementaire, pour l'instant, c'est pas l'objet. Il faut vraiment voir comme étant un outil
comme d'ailleurs tous les documents qui se retrouvent sur le site du portail ANC, hein, on retrouve tous les documents qui ont été publiés. Pour ce qui nous concerne, c'est le cadre destiné aux opérateurs économiques, hein. Ce document n'a pas de statut réglementaire. C'est un document d'aide. Là, le document tel qu'il est présenté, c'est ça, cet objet-là, c'est pour venir en appui, c'est des recommandations, c'est pour pouvoir aider, c'est un outil pédagogique. Vous voyez, c'est ça en fait le statut de ce document. Hmm. Le jour où il sera publié au journal officiel, il y aura un problème, mais on n'en est pas là. Oui, oui, donc il vient vraiment en complément du guide, du guide de l'usager. Voilà, le guide à l'usager, ça c'est autre chose. Le guide à l'usager, c'est associé effectivement à l'avis d'agrément. Le contenu, après, réglementaire ou pas, l'idée, faut pas voir dans ce cadre-là. L'idée, c'est de se dire que du point de vue de la démarche réglementaire associée à l'agrément, le guide associé à l'agrément, c'est lui qui fait foi. On est vraiment là sur un document qui dispose de règles génériques. En gros, c'est comme si on disait n'oubliez pas toutes les dispositions qui sont définies dans les guides dédiés à chaque produit. Bah oui, parce qu'ils sont vraiment avec des dispositions spécifiques. L'idée, c'est de se dire que on a un document qui permet en fait d'y voir plus clair et d'avoir un condensé des règles génériques. C'est ça qu'il faut retenir. Ce générique est important, c'est les règles communes. Bien sûr, pour avoir le poids de la cuve ou pour avoir les dimensions de la cuve, il faut aller voir le guide destiné à l'usager. On peut mettre ça en parallèle le DTU. Le DTU, c'est pareil. Le DTU fixe, en fait, sur le DTU 64.1, j'entends, hein, il fixe en fait des règles génériques, des prescriptions communes, mais ça remplace pas les prescriptions de pose du fabricant qui définit les points d'arrimage, qui définit comment on va installer la cuve, notamment en nappe quand il faut le brider en fait pour éviter Archimède. Donc ça, c'est normal qu'on retrouve des guides vraiment spécifiques aux cuves qui sont apposées. On retrouvera toujours, et ça remplacera jamais, les guides associés à l'agrément. Par contre, là, je dirais pour les points génériques et habituels, usuels pour un installateur, c'est d'abord ce document qu'il faut prendre en compte puisqu'on est sur les bases communes et génériques de tous les dispositifs. Hmm. Oui, d'ailleurs, on dit que c'était peut-être pas très simple d'arriver à trouver l'équilibre, justement, parce que comme vous l'avez tous dit, il y a une diversité de dispositifs qui est quand même assez impressionnante aujourd'hui. Du coup, d'arriver à dégager les règles communes et du coup d'arriver à placer le curseur entre, voilà, ne pas aller dans la spécificité de chaque filière, de chaque nature de sol aussi, parler des zones inondables, etc. Et du coup, de savoir qu'est-ce qu'on pouvait mettre dedans. Je sais pas comment vous avez procédé en 2 ans à tout décortiquer. Alors, de base, hein, en tout cas pour les modalités de mise en œuvre, hein, les fondations, remblayage par exemple, on est sur les prescriptions génériques que nous on évalue dans le cadre de la procédure d'agrément. Donc c'est vrai que c'est finalement, nous, la première chose a été de vérifier cette cohérence avec le cadre destiné à l'évaluation dans le cadre de nos agréments, qui définit, hein, allez, il n'y a pas de mystère. De toute façon, ces règles de mise en œuvre, elles sont issues à l'origine de ce qui est aujourd'hui défini dans le DTU 64.1. Les cuves, quand on parle de cuves, on parle de même disposition de fondation et de remblayage. Après, on va avoir les spécificités pardon, propres aux dispositifs agréés. Mais il y a déjà des bases communes qui existent et qui sont reconnues et qui fonctionnent pour le coup. Hmm. Merci pour ces précisions. On a une autre question. Donc, c'est Jessica Deldic, qui est assistante conception assainissement chez Aquatiris, qui demande est-ce que vous pensez que ces documents pourront faciliter l'assurabilité des filières agréées? Vous pouvez être plusieurs à répondre et vous compléter. Jérémy, je ne sais pas si tu veux répondre à ça. Et ben si, c'est l'objectif poursuivi. Enfin, quand on présente le logigramme avec les différents documents et l'objectif de transformer, de compléter ce document, de l'amender pour aller vers des règles professionnelles, l'idée, elle est bien là, c'est d'avoir des règles professionnelles acceptées par la C2P et qui permettent effectivement de faciliter l'assurabilité des installateurs sur ces produits-là. Donc, c'est complètement l'objectif poursuivi et c'est
C'est d'où l'échange que j'ai présenté là dans la fin de la chronologie, qui est en cours avec Filiance et la FFB, qui sont les partenaires aujourd'hui qui doivent être avec nous pour porter ce document à l'agence qualité construction. Donc oui, aujourd'hui, on a fait un premier pas et on continue avec d'autres pas dans ce sens-là. Ouais. Mm. Si. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Oui, moi j'aimerais bien dire quelque chose quand même. C'est que les filières agréées, elles ont des avantages avec des terrains qui se réduisent à peau de chagrin, avec des terrains constructibles qui sont toujours les moins bons des terrains, puisque maintenant on construit ce qui reste, donc c'est ceux que les anciens n'ont pas voulu construire. Donc les filières traditionnelles, c'est parfait quand on peut les poser, mais de temps en temps on est contraint, on est obligé de faire des filières agréées, et heureusement qu'elles existent pour nous aider à trouver des solutions aux clients. Et donc, vu qu'on est obligé dans le futur d'en mettre de plus en plus a priori, eh bien, il va falloir que tout le monde soit bien assuré pour que le client soit tranquille dans son fonctionnement à long terme. Mm. Et puis j'imagine que pour la question des assurances, ça revient aussi au message du début, chacun son métier, parce que du coup, chaque professionnel tout au long de la filière a son assurance en fonction de ses compétences et de l'échelle à laquelle il intervient. On a une autre question, bah, plutôt sur la diffusion, on va dire, hein, du document. Donc c'est Michael Berthelot, très joli nom de famille, qui est vice-président de la CNATP Nouvelle-Aquitaine, qui demande est-ce que le guide sera disponible en format papier? Alors dommage, déjà si vous aviez été à Dijon la semaine dernière au Carrefour des gestions durables de l'eau, vous l'auriez eu. Et du coup, comment se le procurer? Il, il est déjà téléchargeable sur nos différents sites Oui. internet, donc ça ne donne pas la version papier dans les mains. Effectivement, on a fait une première édition de 2500 exemplaires qui ont été diffusés. Donc, il y en a 500 qui ont été diffusés à Dijon. On en a diffusé dans les organismes de formation. Donc, les gens qui vont aller en formation vont pouvoir avoir ce document-là. Il a été diffusé chez tout le monde. Je crois que la CNATP nationale, on a déjà 200 exemplaires. Donc, vous pouvez vous tourner vers la CNATP nationale qui va certainement le diffuser au plus près du local. Et donc, il y a ces exemplaires-là. Il y a des exemplaires qui sont chez certains adhérents de la TEP. Donc, n'hésitez pas de demander à vos fournisseurs, fabricants, de vous offrir un exemplaire de ces recommandations professionnelles. Et dans tous les cas, on fera une réédition pour le Carrefour de l'eau de Rennes. Donc, à ce moment-là, vous pourrez vous le reprocurer également. Donc, il y a différentes voies en sollicitant les différentes fédérations qui ont travaillé et puis en sollicitant certains industriels en ont des exemplaires et peuvent vous les distribuer. Ouais, complètement pour compléter. De toute façon, on sait que bon, bah, pour les artisans, il va falloir qu'on puisse leur fournir un document imprimé, parce que c'est vrai que le PDF, c'est très bien, mais si c'est un document qu'on veut utiliser, même pour la formation de nos jeunes, bah, il va falloir qu'on puisse leur donner en format papier. Donc, nos adhérents CNATP l'auront à disposition au cours des différentes manifestations. Michael, fallait venir à Dijon. Et salut Michael. Mais voilà, de toute façon, au cours de l'année qui vient, sur les différents salons, y compris, je pense, Jérémy à Rennes, il y en aura de nombreux exemplaires à disposition et sur les différents salons Hmm. sur l'assainissement. Et peut-être via les chartes qualité aussi qui existent, auxquelles vous participez. Alors sur les chartes qualité, en tout cas, où la CNATP est investie, oui, ça sera certainement mis à disposition. Après, aujourd'hui, il a été édité au mois de juillet, donc on est Hmm. vraiment au tout début, hein. La peinture est encore fraîche. Donc, Ouais. bien sûr, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Eh ben, merci pour ces précisions. En parlant de formation, on a Jean-Philippe Gosselin de l'association Au fil de l'eau qui nous dit que voilà, son organisme de formation propose des formations dédiées aux installateurs sur 3 jours. Et voilà, il souhaitait informer de l'existence de cette formation qui est non diplômante mais existante et que le support proposé par les pros de l'ANC sera un outil très intéressant dans le cadre de ces formations. Donc, ça rejoint ce que vous disiez, hein, que ce document pourrait être utile, évidemment, dans ce cadre-là.
On a une autre question de Aélia Aubry, qui est responsable de la cellule branchement neuf à la communauté d'agglomération du Grand Belfort, qui demande est-ce que vous abordez dans votre guide la problématique du rejet des eaux une fois traitées? Enfin, le rejet Euh, des eaux usées traitées. Oui, alors là, je crois qu'on ça va pas plus loin que ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les guides associés aux avis d'agrément. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient en amont, sous la responsabilité du BE. On n'a pas, on traite pas hein, dans le cadre des agréments tout l'aspect rejet, si ce n'est qu'à renvoyer à la réglementation. Donc là, oui, le document règle pro va pas plus loin que ce qui est défini dans la réglementation, parce que là encore, on est sur quelque chose qui vient en amont de l'installation. Il y a déjà un travail collectif qui a déjà été fait, qui mériterait d'être réouvert et d'être retravaillé, mais il existe un fascicule de documentation AFNOR, le FDP 16007, qui apporte déjà des informations sur l'infiltration des eaux usées traitées. Donc il y a déjà ce document qui est un premier document martyr, hein, fascicule de documentation, c'est le niveau le plus bas en normalisation. Mais il y a déjà eu un travail collectif et ce chantier-là pourrait être réouvert pour compléter effectivement le panel des. Comme tout à l'heure, on disait à chacun ses responsabilités, à chacun son métier. Et aussi à chaque document sa fonction et qui apporte une Mhm. réponse à une problématique. Et effectivement, il y a des documents pour cadrer l'étude de conception, il y a des documents pour l'entretien. Et là, on est vraiment sur la mise en œuvre du produit d'une façon générique. Et ce sujet-là n'a pas encore été assez loin pour pouvoir le codifier de cette façon-là. Et si je peux compléter aussi, je pense que l'avenir, les prochains documents où vraiment on va se mettre autour de la table, ça sera ça. Puisqu'aujourd'hui, on a le problème. L'assainissement non collectif, c'est une chose, mais en fait, la gestion de l'eau à la parcelle, on a absolument tout à recadrer, puisque là, il y a des décrets qui sont sortis. Donc voilà, maintenant, ça y est, on a un cadre. Mais par contre, l'infiltration finale, on a quand même beaucoup de choses à réécrire. Ça reste assez simpliste aujourd'hui. Et on a quand même le risque que nos entreprises se mettent en défaut justement sur des erreurs d'infiltration. Les bureaux d'études ont un énorme boulot aujourd'hui. Il va falloir aussi que les clients et voilà, il faut vraiment qu'on aille sur l'étude à conception. Ça c'est clair. Puisque nous, on prend un risque énorme hein, quand on infiltre l'eau. C'est vraiment énorme. Hein. Si ça ne marche pas au niveau de l'assurance, c'est cuit. Hein. Nous, pour nous, c'est fait. On est responsable à 100%. Donc, il faut vraiment voilà, qu'on trouve un moment pour se mettre autour de la table et vraiment retravailler un document et qui puisse peut-être être même un peu plus large pour voilà, gestion de l'eau à la parcelle. Mhm. Et pour répondre précisément, en fait, dans le guide, on a, dans notre chapitre 3 généralité, on a juste évoqué l'évacuation des eaux traitées en disant juste que en priorité, c'est par infiltration et à défaut, vers le milieu hydraulique, bon, parce qu'il y en a un, évidemment. Enfin, voilà, mais ça va pas plus loin que ça. Oui. Et puis ça, en plus, on sait que d'un territoire à l'autre, les règles ne sont pas forcément les mêmes, avec des rejets qui ne sont pas forcément autorisés, d'infiltration. Enfin bon, donc c'est un peu difficile d'arriver à en dégager des règles généralistes, on va dire. C'est ça. Alors, on a une autre question de Jean-Baptiste Dumel, donc de la Comcom Pays de Mèche, qui dit à lire votre guide, on a l'impression que vous laissez supposer que les techniques traditionnelles ne sont plus d'actualité vu qu'elles en sont exclues. Cela peut laisser croire aux usagers, aux entreprises de travaux que ces techniques traditionnelles et robustes sont dorénavant obsolètes. Donc, après, c'est marqué sur le guide hein, que ça concerne les filières agréées. Mais du coup, peut-être si je pose la question, pourquoi avoir choisi de ne pas faire un guide qui Donc, engloberait les filières traditionnelles et les filières agréées. Euh, je pense que je n'ai pas été très clair dans l'introduction. Du coup, euh, on est sur une reconnaissance des règles de mise en œuvre. La première marche qu'on a souhaité franchir, c'était l'intégration de ces dispositifs-là dans le DTU 64.1. Et en fait, le DTU 64.1 est le document de référence qui codifie la mise en œuvre des filières traditionnelles. Et du moment où il y a un DTU 64.1 qui existe, on ne peut pas faire un autre document qui traite des mêmes règles et du même sujet. Enfin, en fait, c'est ça. Et nous, l'idée initiale, c'était d'avoir tout le monde dans un seul et même document qui était le DTU. Donc, ça n'a pas été le choix qui a été fait. Donc, nous, on prend l'autre chemin de reconnaissance. Enfin, faire des règles professionnelles sur les filières traditionnelles n'aurait aucun sens du moment où on a un DTU 64.1. Donc, en fait, c'est ça.
la mise en œuvre des filières traditionnelles est dans le DTU 64.1 qui est référencé dans le document. Et ces recommandations professionnelles concernent bien effectivement les dispositifs agréés. Et effectivement, on ne traite pas des filières tradies, mais à aucun moment on n'explique qu'elles sont obsolètes. Hmm. D'ailleurs, c'est écrit dans notre domaine d'application, c'est écrit que ces recommandations viennent compléter les textes existants. Ils viennent pas substituer. Et Hmm. oublions pas qu'il y a déjà un guide des bonnes pratiques sur les filières tradies qui date de 2016 quand même. Alors, il est peut-être à dépoussiérer, hein, c'est pas... Mais le but, c'était pas de le remplacer, quoi. Vraiment. Voilà. Et la finalité, c'est de travailler avec les assureurs sur on se remet bien à plat et on rassure tout le monde. Parce qu'il y a aussi ça, hein, cet effet psychose sur les filières agréées. Il faut absolument qu'aujourd'hui, on fasse descendre la pression. Il n'y a pas de psychose à avoir. Il faut juste qu'on ait des professionnels accompagnés, bien formés. Il ne faut pas qu'on ait des professionnels qui soient installateurs des 40 ou 50 systèmes qui existent. Ça, c'est pas la règle. Il faut qu'on ait des installateurs qui soient professionnels dans ce qu'ils ont l'habitude de poser avec voilà, les points dangereux identifiés, voilà, qui ne se fassent pas avoir. C'est vraiment ça la base. Et vraiment, le but, c'est de rassurer tout le monde et qu'on ne soit pas toujours en train de stigmatiser ces filières agréées et en la finalité, on est les assureurs qui se disent mais il y a un problème là-dessus ou pas? Et puis finalement, un jour, on va se retrouver avec des assurances qui vont exploser. Et nous, derrière, il faudra expliquer aux particuliers pourquoi on est si cher sur l'assainissement non collectif. Là, finalement, on a tellement fait de l'empirique que maintenant, oui, tout est cher parce qu'on a complexifié les choses. Donc, le but, c'est ça aussi, c'est de reposer le cadre et se dire, on travaille sur des bases et après, il y a les spécificités pour chaque fabricant. Et ça, là-dessus, on ne reviendra jamais là-dessus. Le fabricant est bien maître de son produit. Si le fabricant nous dit attention là-dessus, moi, il faut que ce soit posé comme ça, eh ben, suivez le fabricant. Point barre. C'est vraiment important, ça. Merci, merci beaucoup pour cette précision. On a Hervé Pailloux qui est déjà pressé, qui est chez Assol Conseil et qui demande une version 2 à quel horizon? Alors, moi, je m'étais noté la question parce que vous avez tous parlé hein, du fait que c'était une première version, qu'elle allait être amené à évoluer dans le temps. Donc peut-être si je prolonge un peu ça, c'est en effet comment est-ce que vous comptez la mettre à jour parce que voilà, il y a des nouvelles filières qui seront agréées dans les années à venir et vous aurez peut-être des retours justement de terrain, même si vous avez quand même passé 2 ans à consolider tout ça avant de sortir le guide. Mais voilà, comment est-ce que vous allez continuer à l'enrichir, à le modifier au fil du temps? Je vais peut-être déjà démystifier un point quand même là, parce qu'on se dit des trucs depuis tout à l'heure qui me. On met en œuvre dans le sol des cuves. Je parlais très très crûment, c'est des cuves, hein. Donc en fait, les techniques de faire un trou, faire un remblayage, faire un lit de pose, quelle que soit la cuve et ce qu'il y aura dans la cuve, c'est la mise en œuvre d'une cuve dans le sol. Je dégrade un petit peu nos produits là, hein. Là, je suis pas très très. Mais grosso modo, on met en œuvre un corps creux dans le sol. Donc même si demain on invente des technologies de traitement nouvelles, ça restera quand même une enveloppe à mettre dans le sol. Donc, il faudra mettre du remblai autour, un lit de pose en dessous. Enfin, on sera finalement, donc, même si les filières explosent, et ce n'est pas la tendance, on n'explose pas dans les filières, je pense que ça ne changera pas énormément la façon de les mettre en œuvre dans le sol. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Quant à la V2, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on a sollicité, on est dans le chemin assurantiel de la QC. Mm. Donc, on a sollicité les partenaires qu'il nous fallait avec nous pour ce chemin-là qui est Filiance et la FFB. Aujourd'hui, on a déjà un retour de Filiance avec quelques points d'évolution à avoir du document. Donc, on attend le retour de la FFB. Là, on va travailler du coup avec la FFB Filiance à une V2. Tous les retours du terrain sont les bienvenus. S'il y a des choses à faire remonter qu'on peut intégrer dans ce document. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura une V2 qui sera la V2 qui rentrera dans le chemin de la reconnaissance de l'agence qualité construction. Et après, ben, je vous dirais, on n'est plus maître du calendrier. Donc peut-être qu'il y aura une V2 assez rapidement quand on aura rediscuté avec la FFB et Filiance. Il y aura peut-être 2 nouveaux logos sur la V2. Et après, il y a la phase AQC. Donc il n'y aura peut-être pas une V2 hein, parce qu'on ne va pas faire un roman non plus et 200 versions. Mais j'espère que très rapidement, on reviendra vers vous avec un titre qui sera plus recommandation professionnelle, mais règle professionnelle et qui là répondra à l'objectif d'assurabilité. Et je rejoins ce qu'a dit Alexis tout à l'heure, c'est qu'on
on a un marché qui évolue et qui a évolué, et qui fait qu'aujourd'hui, on pose déjà plus de filières agréées que de filières traditionnelles. Donc, au-delà de tous les sujets, il faut qu'on apporte vraiment des garanties aux maîtres d'ouvrage et permettre l'assurabilité des installateurs. C'est un énorme gage de garantie pour les maîtres d'ouvrage. Hmm. Ok, merci beaucoup pour ces petites précisions et ces rappels. En effet, on imagine bien que tout ne va pas être, on ne va pas réinventer la roue dans les prochaines années sur la manière de mettre une cuve dans le sol. Si vous avez déjà eu celui-là à Dijon, à Rennes, ça sera le même. Ce ne sera pas la peine Oui. de se précipiter à Rennes, à mon avis. Et peut-être une question comme, voilà, je vous l'avais dit en préparant la conférence, c'est vrai que nous, dans les personnes qui assistent à la webconf, on a pas mal d'agents de Spank. Comment est-ce que eux aussi peuvent participer à diffuser ce document? Quel est l'intérêt pour eux? Parce qu'on sait que, voilà, souvent, bah, évidemment, il y a des terrassiers, des bureaux d'études avec qui ils ont l'habitude de travailler. Du coup, est-ce que vous les incitez à relayer largement, à le faire connaître, à le partager? Comment est-ce que eux peuvent s'en emparer aussi? Alors, clairement, pour les SPANC, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une chose, on passe beaucoup de temps à chercher la petite bête sur l'assainissement, les filières agréées sur certains points de détail. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau des SPANC, il y a un travail hyper important à faire. Si vous voulez accompagner les usagers jusqu'au bout, c'est à la rigueur utiliser ça parce qu'on a mis un modèle, mais là-dedans, on a mis des modèles aussi pour les artisans. Enfin, on ne voit pas, j'ai flouté, pardon. Des modèles de procès-verbaux de réception de chantier. Là, il y a la base, si on veut vraiment livrer un produit fini, c'est on le réceptionne. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas la moitié des artisans qui réceptionnent leurs installations. Nous, on fait ce travail-là parce qu'on est une confédération, voilà, on est sérieux et on les accompagne. On a fait plein de trucs pour qu'ils puissent faire de la réception avec des outils, des carnets de réception, des choses. Mais ça, par exemple, eh ben, c'est un vrai travail. Le SPANC, aujourd'hui, dans son conseil, eh ben, c'est peut-être de vérifier, peut-être d'insister hein, pour qu'il y ait une réception qui soit faite entre l'artisan et le client final. Mais c'est aussi bah, comment est-ce qu'on explique l'entretien. Aujourd'hui, c'est vrai que l'entretien, il n'est pas obligatoire en France, mais mince, c'est important qu'on soit carré sur l'explication, comment on va l'entretenir et surtout la mise en relation. La mise en relation entre voilà, l'artisan installateur doit bah, transmettre le produit avec à la clé auprès de son client le contact pour de l'entretien. C'est hyper important. On sait que la plupart des particuliers vont peut-être pas forcément passer le pas du contrat d'entretien, mais il faut l'expliquer, il faut aller au bout. Et ça, on l'explique dans le guide. Et c'est plus dans voilà, l'accompagnement jusqu'à la finalité du projet. C'est peut-être ça aussi la grosse évolution de ce document. On parle sécurité, on parle finalisation du projet. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas dans les autres guides. Voilà. On est un peu sorti du réglementaire et on est vraiment dans le pratico-pratique. Et ça, c'est la grande nouveauté de ce guide. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un outil aussi pour accompagner eh ben, des entreprises. Si vous sentez que vous avez une entreprise elle a fait le truc, c'est propre, tout est là. Et si vous la sentez pas très à l'aise, là, c'est le moment. Là, là, il y a un vrai intérêt bah, soit de l'emmener vers nous, mais surtout de lui dire voilà, il existe des choses très simples. Renseignez-vous, il existe des choses. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut compléter ou est-ce que je passe à la question Oui, suivante? bah, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce guide, il y a des modèles, des modèles. Il y a un modèle pour le devis, il y a un modèle pour le PV de réception, il y a un modèle de cahier de vie d'entretien. Enfin, il y a des modèles, c'est vraiment du pratique. Hmm. Oui, donc il y a aussi des outils à disposition pour C'est ça. faciliter un peu la professionnalisation de petits bureaux d'études, petits artisans, des outils qui peuvent les aider, quoi. C'est ça. Il est certain, tout à l'heure, tu évoquais les chartes. Bah, typiquement là, les chartes sont les lieux où les SPANC peuvent porter à connaissance de ce document. Hmm. Complètement. Eh oui, oui, tout à fait. Ouais. Euh, alors, vous allez être content, on me pose une question sur les 5 mètres, on va pouvoir en parler.
C'est Lauriane Gérissi, qui est technicienne SPANC à Nîmes Métropole, qui s'interroge du coup sur les prescriptions suivantes. Alors pourquoi 35 mètres des forages d'eau potable alors que les cuves sont normalement étanches? Et pourquoi 5 mètres des ouvrages fondés? Ils sont confrontés sur leur secteur à des parcelles de plus en plus petites, donc évidemment ces prescriptions ne sont pas toujours faciles à respecter. Euh, qui veut commencer? La question des 35 mètres, c'est une question réglementaire, hein. C'est l'arrêté du 9 septembre modifié qui fait l'implantation à 35 mètres. Celle-là, c'est une distance réglementaire. Quant à l'autre distance des 5 mètres de tout ouvrage fondé, bah, la question, elle revient à l'instance suprême, c'est-à-dire que nous, on ne peut que suivre les recommandations. Enfin, on aurait été en désaccord avec le cadre de la procédure d'agrément, on nous l'aurait souligné tout de suite. Donc, cette question des 5 mètres, enfin, nous, les pros de l'ANC, on la pose également, hein, donc donc on va pas tous retourner le regard vers Sylvain là, mais c'est une question qui dépasse ces recommandations professionnelles. Les 5 mètres, c'est la procédure d'agrément qui est venue glisser sur ce sujet-là. Et effectivement, enfin, on en parlait tout à l'heure quand on préparait la réunion entre nous avant d'ouvrir. J'expliquais que moi, on loupe aujourd'hui des réhabilitations de système parce que les particuliers préfèrent ne rien faire que de venir se mettre à 5 mètres alors qu'ils avaient un ANC à 3 mètres jusqu'à maintenant. Ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas bouleverser toute leur parcelle. Donc parfois, le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire que des gens qui auraient voulu volontairement rénover leur assainissement ne le font pas parce qu'on s'impose des règles et des recommandations que nous, on ne peut pas justifier, hein. Je ne sais pas qui peut justifier ces 5 mètres, parce que, comme je l'ai dit à Dijon lors de la table ronde, les piscines, on ne les implante pas à 5 mètres, les cuves d'eau de pluie, on ne les implante pas à 5 mètres, les cuves à fioul, les cuves à gaz. Enfin, il n'y a aucune cuve enterrée, si je peux reprendre mon terme des cuves de tout à l'heure, qui est implantée à 5 mètres. Donc, soit les règles de tout vont évoluer, et là, à mon avis, nos amis des piscines vont très très vite revenir à la charge, parce que aujourd'hui, tout implanté à 5 mètres, quand on connaît la réalité des parcelles, c'est très, très compliqué. Donc, c'est un vrai sujet. Donc, Sylvain, je ne sais pas si tu as des éléments, parce que du coup, la question revient à Bah, l'autorité toujours les agrément. mêmes, oui. Après, au niveau des 5 mètres, je reviens sur ce qu'on a dit. Là, c'est une notion qu'on a introduite sur la révision du cadre destiné aux opérateurs économiques. Ça, c'est dans le cadre de l'agrément, qui n'a pas de statut réglementaire. Le document n'a aucun statut réglementaire. Il ne fait que définir une harmonisation au niveau des prescriptions, mais on parle bien de recommandations. Tu l'as dit d'ailleurs, Jérémy, on parle de recommandations. Après, quand on parle de recommandations, c'est comme n'importe quel texte. Après, chacun prend ses responsabilités. C'est un petit peu l'idée du texte, c'est de dire que, attention, il y a un risque de déstabilisation quand on est inférieur à 5 mètres, mais ça n'a jamais voulu avoir comme vocation à écrire que la réglementation, c'est 5 mètres. Les ministères d'ailleurs ont rappelé qu'il n'y avait aucune modification de la réglementation en ce sens. Il n'y a pas eu de changement suite à la révision du cadre en octobre dernier. Il n'y a eu aucun changement de la réglementation. On est sur les mêmes règles. C'est simplement pour préciser, attention, il y a une recommandation là au niveau des 5 mètres. Il peut y avoir, dans certains cas, un risque de déstabilisation de la fondation. Donc, il faut qu'il y ait un bureau d'études qui puisse se prononcer sur ce point. Mais là encore, chacun prend ses responsabilités dans le cadre de son assurance légale. C'est ça ce que ça veut dire. Mhm. Oui, mais c'est Ben, vrai moi, que je suis d'accord. ouais. Pardon, Marie. Ben, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Par rapport aux 35 mètres, si on regarde l'arrêté, c'est tout point de l'assainissement. Donc, c'est-à-dire, ça voudrait dire même les tuyaux de sortie de la maison. Donc, c'est pas parce que c'est une cuve étanche qu'il ne faut pas la mettre à 35 mètres. Et pareil, les 5 mètres, ce que je voulais dire, c'est simplement des recommandations. C'est pas une obligation. Et donc, après, à un bureau d'études de se prononcer là-dessus. À aucun moment, il y a écrit géotechnique. Aucun moment. Donc, on peut faire un bureau d'études dans conception d'assainissement, peut faire ses recommandations s'il s'en sent l'autorité et les compétences, mais il n'y a pas besoin de passer par un bureau d'études géotechnique. Ça, c'est une légende urbaine. Il n'y a pas eu de changement de la réglementation. Le bureau d'études
Je relaye ce qui a été dit par les ministères. Les bureaux d'études qui opéraient précédemment, ce sont les mêmes qui opèrent aujourd'hui, avec les mêmes responsabilités, les mêmes assurances. Rien n'a changé sur ce point. La seule chose qui a été changée, c'est un cadre, oui, destiné aux guides qui étaient publiés avec les avis d'agrément, qui définit ces recommandations. Il y a eu quelques améliorations ou quelques ajustements pour préciser les choses, mais on reste là encore sur je dirais quelque chose qui n'est pas lié à un changement quelconque de l'arrêté prescription ou une quelconque réglementation. Je tiens à rajouter quelque chose parce qu'on commence voilà, à avoir des petits retours terrain. Aujourd'hui, il est anormal que certains artisans se voient refuser une installation non conforme, parce qu'elle a été installée à moins de 5 mètres. Là, attention, je vous le dis clairement, nous c'est non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, L'installation ne peut pas être déclarée non conforme. On est bien d'accord, c'est une préconisation. Euh, le point important pour l'artisan qui va réaliser les travaux, c'est qu'il connaisse déjà le terrain. Faut être clair. On a des secteurs géographiques où, oui, à partir de 5 mètres, vous avez le risque, pendant les travaux déjà, de vous prendre la baraque sur la gueule. Qu'on soit bien d'accord. Et 5 mètres, c'est loin hein, d'une maison. On en voit par contre des installations qui sont à moins de 2 mètres. Là, clairement, oui, là, on commence à prendre vraiment un risque. Mais un risque même pendant l'installation. Puisque vous allez venir créer une fosse. Hein. Donc, vous allez venir faire un décompactage instantané en périphérie du trou. Donc là, on vient vraiment créer un point de faiblesse. Maintenant, il est important que c'est une discussion aussi avec le bureau d'études. On s'est renseigné un peu si on voulait s'amuser à chaque fois à faire venir un bureau d'études structure. Hein. Pour info, il n'y a rien en dessous de 3 000 euros. Alors, si on s'amuse à ça à chaque fois, je vous garantis, on arrête l'ANC, c'est terminé. Euh, Puisque les parcelles, de toute façon, sont ridiculement petites dans certains coins. Alors, un gros problème. On n'a pas de retour terrain de maisons qui se sont cassées la gueule ou confondues à cause de l'ANC. Voilà, pas plus que la cuve de gaz, que la récupération d'eau de pluie. Ah oui, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de récup d'eau de pluie. Il y a aucune règle. Hein. Mais alors là, pour le coup, on y va. Hein. Il n'y a aucune règle, mais le fabricant, lui, préconise quand même, de la même manière, de garder une distance. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. La psychose, il faut vraiment qu'on se détende sur la psychose. C'est vraiment important, ça. Oui, puis c'est vrai qu'entre 5 mètres de la maison, plus la distance minimale par rapport aux limites du terrain, plus le coût, en effet, qui s'ajoute déjà au coût qui ont augmenté d'une installation, c'est vrai que ça fait beaucoup de contraintes. Alors, ça fait pas mal réagir. Évidemment, on a Simon Cibois, qui est directeur technique chez Tricel, euh, qui dit donc, il est écrit un bureau d'études compétent, donc un bureau d'études de sol n'est pas compétent pour évaluer cette distance. Pourquoi? Je suis pas d'accord. Ouais, moi, je suis pas d'accord. On est compétent. Bon, peut-être que certains BE manquent de formation et ils devront se former un peu sur les basiques de géotechnique éventuellement, Reconnaissance de sol à minima. Voilà. un concepteur qui sait pas lire un sol, c'est quand même. Enfin, j'en connais pas. Après, une étude de sol, en fait, comme disait Loïc, si tu as du sable avec de l'eau et que tu veux creuser à 2 mètres de la maison, c'est dangereux, on ne le fera pas. En fait, Donc c'est de la là, logique, c'est du bon sens. Voilà. En fait, c'est faire ouais. preuve de bon sens. Voilà. Donc non, mais pour moi, à aucun moment il y a écrit géotechnique. Tout concepteur qui, comme je l'ai dit, s'en sent capable, donne son avis. C'est lui Hmm. qui prend sa responsabilité, c'est lui qui sera assuré en décennale. Ok, oui, il nous dit un bureau d'études de sol n'est pas un bureau d'études géotechniques et c'est pas indiqué que ça doit être un bureau d'études spécialisé en géotechnique. Exactement. D'accord. C'est écrit un bureau d'études compétent dans la note. Oui. Donc chacun s'estime compétent ou pas. Hein. Hmm. C'est vrai que cette spécificité du bureau d'études géotechniques revient assez souvent. Du coup, je ne sais pas pourquoi c'est ce terme-là qui revient, mais ok. Bah, c'est parce qu'en fait, comme Les notes avant l'assainissement la note. rentre dans le monde du bâtiment,
comme l'assainissement rentre dans le monde du bâtiment et que là, on s'attaque aux fondations, fondation égale géotechnique. Mais là, nous, Hmm. comme l'a dit Jérémy, on pose qu'une cuve. Donc, à nous de voir si, quand on va ouvrir la fouille, ça risque de s'ébouler ou pas pendant les travaux. Et après, comment ne reconsolider, entre guillemets, le sol une fois que la cuve sera emblayée et enterrée. Et c'est justement tout l'intérêt d'un remblaiement propre, c'est-à-dire avec des matériaux d'apport, avec une granulométrie, des matériaux qui sont autocompactants, ou alors même des matériaux stabilisés, et pas en terre, quoi. On ne remblaye pas avec les déblais de la fouille. Voilà. Ça, c'est les erreurs qu'on peut voir. Effectivement, bah là, oui, si on remblaye avec les déblais de la fouille, forcément, il va y avoir un problème. Mais Et cette notion de géotechnie, elle vient de. Il y a eu des notes avant la note, il y a des documents qui circulent. Et ce qui est important là, moi, ça me permet de le dire haut et fort, même si les gens qui doivent l'entendre ne sont pas là, mais peut-être que le ministère regarde les replays. Il est important de réactiver le PANANC et de mettre tous les acteurs autour de la table pour que les gens acceptent les documents qui émanent du ministère. Quand le ministère fait un document ou quand le ministère dit que ce n'est pas une étude géotechnique, ce n'est pas aux acteurs de terrain de dire le ministère se trompe, j'ai consulté X ou Y qui me dit que juridiquement, ce n'est pas comme ça. Il faut accepter à un moment donné ce que nous impose le ministère, ce que nous impose l'État et les règles. Quand l'État dit c'est un bureau d'études compétent en matière d'assainissement non collectif, parce que c'est ça que ça sous-entend, Sylvain, tu me corriges si je dis une bêtise, c'est le bureau compétent en matière d'assainissement non collectif, donc jusqu'à aujourd'hui, donc c'est celui qui fait des études de conception à la parcelle. Le terrain n'a pas à remettre ça en question finalement. Enfin, ou alors s'il y a quelqu'un qui a à remettre ça en question, c'est les assureurs peut-être, mais c'est pas à nous de revoir ça et de. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que le PANANC reprenne sa place, édite les bons documents, qu'il y a des documents pour certains, il faut accepter qu'un cadre destiné aux opérateurs économiques, comme son nom l'indiquait, destiné aux opérateurs économiques, et que, comme on l'a dit finalement, on revient sur le début et le fondement des pros de l'ANC, à chacun son métier, à chacun ses responsabilités. Et là encore, je crois qu'il faut vraiment retenir que on était sur des recommandations par rapport au cadre destiné aux opérateurs économiques, des recommandations par rapport au risque de déstabiliser la fondation. Il y avait le risque de marcher sur les couvercles. Bon, tout ça a été revu, mais en termes de recommandations. Mais la réglementation, l'arrêté prescription en ANC, il n'a pas changé. C'est-à-dire que ce qu'il y avait avant, il n'y a pas eu au mois d'octobre un changement de règles. Et c'est ça qu'il faut retenir. Le cadre, là encore, je me répète, mais il n'a pas de statut réglementaire. Il n'y a pas eu de modification. Le bureau d'études d'avant, c'est le même qu'aujourd'hui, à partir du moment où il est responsabilisé en décennal. C'est ce qu'on vient de dire. Mais là encore, on n'est pas sur un bouleversement des pratiques lié à un changement d'une quelconque réglementation. On doit avoir une continuité. Le seul, je dirais, décalage qu'il y a eu, c'est qu'effectivement, il y a eu des prescriptions qui ont été proposées, justement, pour pouvoir améliorer un petit peu je veux dire, ces recommandations. Et c'est là où, effectivement, il y a eu quelques malentendus. Après, je suis d'accord pour dire que la règle des 5 mètres, elle a eu un avantage, c'est qu'elle a permis de faire prendre conscience à un grand nombre que creuser au pied d'un bâtiment, c'est pas non plus anodin et qu'il faut y réfléchir avant de le faire comme un bourrin. complètement. Alors, on a, justement, Sylvain, tu évoquais les assurances. Du coup, on a deux remarques là-dessus. Donc, plutôt, je me tourne plutôt vers Alexis. Donc, on a Eric Coste, qui est chef de service chez Bionest, qui dit bah, la plupart des hydrogéotechniciens ne souhaitent pas s'engager sur des distances inférieures de 5 mètres. Et du coup, Simon Cibois de Tricel, qui dit voilà, le problème, c'est que souvent, les bureaux d'études ne s'estiment pas compétents eux-mêmes et que le bureau d'études ne sera pas couvert par son assurance s'il décide, du coup, enfin, s'il conseille en tout cas d'implanter la filière à moins de 5 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces questions d'assurance? Alors là où, alors pour Monsieur Coste, il est vrai que quand on interroge des géotechniciens, quand on leur parle de faire une étude géotechnique pour enterrer une cuve près d'un bâtiment, ils comprennent pas pourquoi on leur demande ce style d'étude et ils savent pas quel style d'étude il faut faire. Parce Hum, que pour eux, ça va être l'équivalent de faire un mur de soutènement de 10 mètres de haut à 3 mètres de la maison, quoi.
Ça va être le même style d'étude et ça devient tout de suite pharaonique et donc ça Ne devient mélangeons cher et pas compliqué à mettre. ne mélangeons pas les bureaux d'études parce que faire venir dans le monde de l'ANC des bureaux d'études structure, géotechnique, c'est une erreur. Vraiment, c'est une erreur. Le bureau d'études assainissement non collectif, il a sa compétence. Et aujourd'hui, il y a peut-être une prise de conscience à avoir, de se dire, attention, cette règle-là, cette recommandation-là, en fait, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle est écrite dans les documents depuis des années. Depuis des années. En 2016, quand il y a eu le guide des bonnes pratiques sur les filières tradies, il y avait déjà cette règle de 5 Mm. mètres. Elle est marquée sur le petit schéma. Le petit schéma, on le connaît depuis des années. Mais c'est une règle de bon sens. Et après, n'oubliez pas, si on met 5 mètres, hein, une cuve minimum, on va dire, allez, il faut compter 2 mètres. Et encore après, on a la limite de propriété, c'est 3 mètres. Mm. Et 10 mètres, je vous garantis qu'on va avoir un sérieux pépin. Les parcelles, dans les grands côtés qui restent, on n'a pas les 10 mètres souvent. Donc, si à chaque fois on s'amuse à mettre, à se tortiller le cerveau, on ne fera pas l'ANC. On ne le fera pas. Si, ou alors à un moment donné, le client, ça va gonfler. Et puis finalement, il va voir arriver un gars qui est plus ou moins terrassier. Il va dire, ah, t'emmerdes pas, on va faire ça comme ça, tu vas voir, ça va le faire. Et puis voilà. Mais alors que non, il faut juste qu'on discute. C'est des règles de bon sens. Voilà. Et pour compléter ma réponse aussi, comme je l'ai dit, c'est que certains BE en conception d'ANC pourront ou devront se former un petit peu sur les bases de la géotechnique pour pouvoir bien appréhender les enjeux, mais c'est rien de très insurmontable en vrai. Ouais, la règle historique des 5 mètres pour réagir. Rappelons-nous bien que sur les filières tradies, effectivement, on avait cette règle historique des 5 mètres qui était pour les parties non étanches du dispositif. En plus, C'est-à-dire en plus, qu'on implantait des fosses d'eau à moins de 5 mètres. en plus. Je ne serais Mm. pas surpris que ces 5 mètres aient été tirés de là-dedans. Il y a eu un petit copier-coller, ça allait bien, et voilà. Euh, du coup, on avait une dernière remarque d'Hervé Pailloux, hein, qui nous disait bon, qu'il y a que dans le cas d'installateurs ou de bureaux d'études qui ont été obligés de modifier des projets pour respecter cette distance de 5 mètres, hein. Ça revient à ce que tu disais, Jérémy, tout à l'heure. On a Sylvain Bouvrade, qui est technicien SPANC à l'agglo de Privas Centre Ardèche, qui demande est-ce que cette préconisation elle concerne les nouvelles constructions, les réhabilitations, tout le monde. Mais en fait, parce qu'on aussi, on rappelle que c'est une règle qui existait déjà avant. Enfin, une préconisation, pardon, qui existait déjà Recommandation, avant. oui, on n'a pas, voilà, c'est la même en ce qui concerne la réhab et les nouvelles constructions, oui. Oui, y a pas de... Le risque est le même. Faut envisager ça en forme de risque. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Mm. Et alors, peut-être là, plutôt une question du coup pour Sylvain, donc de Simon Cibois de Tricel, qui dit pourquoi est-ce que dans un nouvel agrément, il faut appliquer cette nouvelle règle? Non, mais pas ça dans les. En termes de recommandations dans les guides, parce que ça fait partie du cadre, comme on a vu, qui n'est pas lui, il n'a pas un statut réglementaire. Par contre, l'avis en lui-même, on n'a pas associé ça à des règles de distance de 5 mètres. Donc, on est là encore. Il y a eu un malentendu entre ces recommandations et le contexte réglementaire. Là encore, enfin, voilà, c'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas eu d'évolution, de changement, de modification de l'aspect réglementaire sur ce point. On reste sur des enjeux en termes de risques liés à la sécurité, là en l'occurrence la stabilité de la fondation. Comme on l'a vu en termes de recommandations, il a été bien effectivement d'améliorer le texte pour voilà, pour inciter les BE, les installateurs à faire attention à ce risque, en ayant, je dirais, à l'idée que au-delà de 5 mètres, il y a pas, a priori pas de risque. Inférieur à 5 mètres, il y a peut-être éventuellement, dans certains cas, un risque qu'il faut appréhender. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre en termes de recommandations. Euh, Et je vais insister, là encore, pardon, mais sur le fait que dans la note qu'on a rédigée, à aucun moment on interdit les dispositifs sur une distance inférieure à 5 mètres. On dit uniquement, là il faut reprendre la note d'octobre telle que ça a été rédigé, c'est
Dans le cas où cette distance elle est réduite, voilà, et on parle plutôt de la recommandation de faire appel à un bureau d'études qui lui va prendre cette responsabilité. Là, on parle de responsabilité légale, on parle de décennale sur cet aspect de risque de déstabilisation de la fondation. Mais à aucun moment on a dit attention, les filières doivent se situer à une distance au minimum de 5 mètres. C'est pas ça. Hmm. Oui. Il pose une question sur une modification dans un guide qui est en cours d'agrément au sein du CERIB. Je vous mettrai en contact et vous pourrez en discuter peut-être de manière individuelle plutôt que dans le cadre de cette webconférence. Deux dernières remarques et ensuite on passe à une question qui n'a rien à voir avec les 5 mètres. On a Hervé Payot qui nous revient sur le terme du bureau d'études géotechniques qui nous dit que le terme géotechnique est marqué dans le guide pour la réduction des distances entre fondation et cuve de dispositifs d'ANC couverts par les DTA et ATEC formulés par le groupe spécialisé numéro 17.1 épuration de la CCFAT. Voilà. Merci Hervé, ça c'était pour la culture G. Oui, mais Nicolas. alors, juste pour Ouais. répondre à Hervé, c'est juste un guide. C'est toujours pareil, c'est pas la loi. Hmm. Un guide qui ne concerne que les produits sous avis technique, hein. Les Oui. recommandations de la CCFAT s'imposent au GS17 et s'imposent aux titulaires. Enfin, s'imposent dans le cadre de démarches individuelles volontaires et n'ont pas valeur de cadre général. Ouais, je pense que le sens de sa remarque est de dire que peut-être que c'est de là que ce terme du coup a été récupéré et extrapolé et mis en parallèle avec du coup cette note du début d'année. Oui, une dernière remarque de Nicolas Delbos, qui est chef du service assainissement chez Audi7, qui nous dit bah, que oui, la distance des 5 mètres est un sérieux problème, surtout si elle n'est pas justifiée, parce qu'avec en plus l'arrivée des mesures concernant la zéro artificialisation nette, les surfaces parcellaires se réduisent. Ce n'est pas pour autant que les collectivités auront les moyens de financer l'assainissement collectif en milieu rural. Donc, l'ANC doit rester une solution viable, mais voilà. Je reviens au point de départ, le mieux est l'ennemi du bien. Et Mm. effectivement, enfin, à qui profite cette surenchère des contraintes sur l'ANC et ne profite certainement pas à l'ANC. Oui. Et puis on sait effectivement, pour rejoindre sa remarque, qu'on ne va pas pouvoir mettre du collectif partout et que c'est pas pertinent de toute façon de tirer des tuyaux partout, quand bien même il y aurait les moyens de le faire. C'est pas juste une question de moyens, c'est une question aussi d'un moment de logique et de bon sens, Sauf que quoi. la question, effectivement, elle revient dans le moment, et on l'a entendu des usagers, excusez-moi pour ceux qui n'étaient pas à Dijon, mais on l'a vu de la question des usagers à Dijon, la question du coût et de Mm. l'augmentation du coût de l'ANC fait revenir à la charge des usagers qui ne prennent en compte que le coût du raccordement au collectif et qui commencent à réclamer le tout à l'égout. Et au final, enfin, on a bouclé la boucle, on a mis 30 ans à faire comprendre aux gens qu'il n'y aura pas le tout à l'égout partout. Et là, on est en train de tellement charger la mule de l'ANC que les gens réclament le tout à l'égout. Et Mm. c'est une erreur, qui serait une erreur technique, une erreur économique, une erreur sociale, sociétale, enfin tout ce que vous voulez. Donc effectivement, allons vers un ANC de qualité, mais un ANC de qualité raisonnable, raisonné et de bon sens, quoi. Mm. C'est ça. Je crois qu'on peut clore cette grosse parenthèse des 5 mètres. Et on avait une dernière question de Aïlia Aubry qui revient sur l'infiltration des eaux usées traitées. Donc elle dit, vous dites que la problématique qui est pardon, à l'agglomération du Grand Belfort, vous dites que la problématique de l'infiltration des eaux traitées est en pleine évolution. Quelles sont actuellement les marges de manœuvre pour les exploitants des réseaux? Si on prend notre exemple pour contextualiser, dans notre collectivité, nous obligeons l'infiltration totale des eaux pluviales pour toute nouvelle construction, sauf cas exceptionnel. L'article 11 de l'arrêté du 7 septembre 2009 impose à chaque pétitionnaire de réaliser une étude pédologique afin de connaître la capacité d'infiltration du sol. Systématiquement, cette étude revient négative, ce qui nous oblige à construire un branchement pour le rejet des eaux traitées. Nous avons donc un double discours, étant donné qu'on impose l'infiltration des eaux pluviales, mais pas des eaux de rejet, de surcroît lorsqu'aucun réseau d'eau pluviale n'est disponible à proximité. On s'éloigne un petit peu de notre guide de recommandation, mais est-ce que vous avez des éléments
C'est un de peu le problème réponse. de généraliser sur un territoire une règle. Mm. Il suffit vous allez sur Géoportail, vous regardez un petit peu les différents strates et vous verrez que sur une commune, vous pouvez avoir trois, quatre lectures de sol différentes. Donc, avoir une règle générale, ok, ben, par contre, il faut s'écrire des règles dérogatoires, puisqu'il y a un moment donné, on ne va pas se planter une haie avec un système d'irrigation forcé pour trouver une solution, ce qui est d'ailleurs une usine à gaz. Enfin, euh, une installation simple, c'est une installation qui fonctionne, qui est efficace. Derrière, si on fait une usine à gaz, ben là, forcément, ça va être compliqué. Mais après, les bureaux d'études là-dessus bah, se grattent la tête, clairement. Bah, j'imagine que mes confrères du Grand Belfort, doivent se gratter souvent la tête, j'imagine, parce que si à chaque fois qu'ils font une étude, ils voient que ça aboie pas, alors imposer que les EP soient intégralement infiltrés, est-ce que c'était la bonne règle de base? Je sais pas. Mm. Vu d'un œil extérieur, hein, j'ai jamais fait d'études à Belfort. Bah, écoutez, merci à tous les deux pour ces éléments de réponse sur le sujet de l'infiltration des eaux usées traitées, la gestion des eaux pluviales à la parcelle. On a plein de VOD que vous pourrez retrouver dans le catalogue. Voilà, donc je pourrais vous adresser les liens si vous le souhaitez. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. On a Michael Berthelot de la CNATP qui nous disait qu'il devait nous quitter et qui remerciait le groupe pour ce travail colossal. Donc, en effet, bravo voilà, à toutes et tous. Alors, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de femmes, en tout cas pas autour de la visio aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, bravo à tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce guide. On espère que voilà, ça vous aura permis d'en comprendre les tenants, les aboutissants, que voilà, vous le téléchargerez peut-être l'imprimerez ou alors ferez appel du coup à vos référents pour en avoir des versions papier. Sinon, voilà, rendez-vous notamment à Rennes, même si c'est pas le seul événement auquel vous allez probablement participer. En tout cas, un grand merci à tous les quatre d'être venus cet après-midi pour nous présenter ce travail. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à travers leurs questions et puis les autres pour votre écoute, on l'espère, attentive. Et puis, je vous souhaite du coup une belle fin de journée. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine où on parlera malheureusement des pénalités. Vu qu'il n'y a plus d'aide, on sait que voilà, certains banques font le choix de recourir aux pénalités. C'est une gestion administrative complexe et donc on sera là surtout avec un temps d'échange pour parler justement de comment est-ce qu'on gère administrativement cet outil des pénalités, puis se poser la question de est-ce qu'il est efficace et est-ce qu'il porte ses fruits, parce que la finalité étant quand même que les usagers réhabilitent leurs installations. Voilà pour ce prochain rendez-vous. Merci encore à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Très bientôt, merci. Merci à Merci. Merci, au tous. revoir.